Safari Obiang, restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Alors, je suis Hélène Jonot-Coutoué, la directrice de l'Alliance française d'Accra, et vous suivez Quoi de Neuf TV. Hey, c'est Maman, suivez Quoi de Neuf TV, c'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Abbas Zen, auteur, metteur en scène, Quoi de Neuf TV International. C'est là qu'il faut aller, parce que ça bouge. Alors, nous faisons un coucou à notre sponsor officiel de Quoi de Neuf qui est SRF. Je veux vous parler de cette branche de SRF qui est Brisque, qui vous permet, n'est-ce pas, d'envoyer de l'argent dans votre pays respectif ou de recevoir de l'argent de votre pays. En étant tout simplement dans votre maison, vous recevez l'argent sur votre Momo direct, vous ne bougez pas. T'as changé? Ah bon? Ah bon? Tu ne me sens plus. Je te sens plus comme avant. Tu ne me sens plus. Tu es sûr? Tu sens maintenant? C'est la même odeur mais ça a changé. C'est quoi ça? Tu as vu, non? Quand je dis que tu ne m'aimes pas, là, c'est la vérité. Valère, moi qui ne peux pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Bien au contraire, mon cher Valère. Je crie fort de vous aimer un peu plus que je le devrais. Dans quel groupe français est sorti déjà comme ça? C'est du Molière, ma carotte. Et rien ne vaut la langue de Molière pour te dire: oh, combien de fois je t'aime, mon valilou d'amour. J'aime ça. Mesdames et messieurs, l'avare de Molière dans une adaptation libre d'Abbas Zen. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici sur la terre ghanéenne et de par le monde entier. Alors, une fois encore, nous sommes à l'Alliance française dans le cadre de la francophonie comme toujours, comme chaque année. Et aujourd'hui, pour le grand show, pour le grand spectacle, le directeur Abbas est ici, celui-là qui a écrit ces pièces-là que nous allons suivre dans quelques minutes, l'avare de Molière. Et il va se présenter et puis nous dire réellement ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci surtout de cette chaîne francophone dans un pays anglophone. Déjà, pour moi, c'est toujours un très grand plaisir de venir à l'Alliance française. C'est la 4e fois que je viens. Oh, okay. Et à chaque fois, c'est un gros succès. Et je veux quand même souligner avant tout propos le dynamisme de cette alliance et sa direction. Et donc, je tiens à le dire parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on doit mettre en place pour que justement une alliance française marche avec un programme intéressant. Alors, je suis Abbas Zen. Effectivement, je suis le responsable de la compagnie. Je suis metteur en scène, écrivain, auteur, producteur de spectacles sur Abidjan, où je vis depuis plus de 65 ans. Non, mais vous êtes ivoirien. Voilà. Tout est dit. Donc voilà. Tout est dit. Alors, je n'ai pas écrit l'avare, j'ai adapté l'avare. Ok. Parce que l'avare, c'est de Molière. Molière est le plus grand dramaturge français. C'est celui qui a mis le théâtre en lumière sous le règne des rois de France. Et Molière était quelqu'un qui était un avant-gardiste. C'est déjà dans ses pièces, il se moquait de la bourgeoisie et de la condition sociale. Et l'une des pièces qu'il a écrit le plus important, c'est l'avare. Hein, il a écrit aussi Les femmes savantes. Il se foutait un peu de tous ces codes sociaux qui justement étaient un gros problème de société. Et il faisait en sorte que par le rire, on pouvait parler de choses très compliquées. Voilà. Et comme c'était quand même le roi qui commandait des pièces, il lui arrivait même des fois de se moquer du roi. Mais par le rire, les choses passent mieux. Et donc l'avare est une de ses pièces les plus connues, qui a été jouée 50 millions de fois dans le monde entier. Il y a eu un film, l'avare, avec Louis de Funès, qui est très connu comme un truc.
Et moi, quand j'ai voulu faire la VAR, je ne voulais pas faire une fois de plus la même chose. Ça m'intéressait pas du tout. Donc, mon but, mon objectif, c'était d'écrire une version AVAR à l'africaine, à l'ivoirienne. À l'ivoirienne. Voilà, Ça doit être très intéressant. C'est pour ça que c'est très important de dire que c'est une adaptation, mais c'est une adaptation complètement africaine. Donc, on va mélanger. Ce qui fait la richesse de la langue française, c'est sa richesse de langue, de la manière de parler le français dans toutes nos régions. On oublie que le pays qui parle le plus français au monde, c'est pas en France, hein. C'est au Congo, Kinshasa. Oh. Et il faut savoir que la langue française ne sera sauvée que par l'Afrique francophone. Ça, c'est clair. Dans les 50 ans qui viennent, c'est nous la force de la France. Et c'est une langue vivante, c'est une langue dans laquelle les mots entrent dans le dictionnaire. Il faut savoir, par exemple, que nous, on a un langage que chez nous, on appelle le louchi, un argot français. Mais à propos même, oui, vous avez fait 60 ans en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Est-ce que vous maîtrisez un tout petit peu le nouchi? Maîtriser, oui, mais je comprends pas mal. Mon diète, ouais, mais d'ailleurs, là, on est en train de faire un diète ensemble. Donc voilà. Donc, si tu veux, c'est le mot gaou est dans le dictionnaire, le Larousse aujourd'hui. Je vois. Qui veut dire idiot, le truc. Le mot go est dans le dictionnaire. Le mot enjaillé, enjaillé, je t'enjaille, ça veut dire on fait la fête, est dans le dictionnaire. Donc, il faut savoir que la force de cette langue-là, c'est ça. C'est nous. C'est pas eux. Eux, ils font des... Donc, la force de cette adaptation, c'est d'avoir gardé le fond de l'histoire et garder des passages en alexandrin, comme Molière l'avait écrit, mais y rajouter du nouchi, du français de rue. Donc, on a comme ça, et les choses, il y a une fluidité de langue. Moi, Valère, je ne suis ni le boy de ton père, ni le boy de quelqu'un d'autre. Moi, comme tu vois là, je suis un technicien de surface. Va dire ça. Ça veut dire quoi? C'est une jeune femme qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Elle se nomme Marianne. Je vais te dire ouais, faut plus tard sortir seul. Mais si tu sors, ton intestin a mis qui drogue. Faut voir, faut t'amuser moi, tu me menaces. C'est quel tu vas prendre ça comme tu veux, moi je viens de comment? Il me menace dans mon chef là. Faut sortir ta voix. Voleur là-bas. À Val. Malhonnête. À Roulant là. Imbécile. À Tchèpe là. Viens encore ici. À Nîmes là. Nzima. Faut sortir ta voix. Qu'est-ce qui vous pousse souvent déjà à réaliser ce genre de pièces? Alors, c'est une bonne question. J'ai une très bonne question. Bon, je vous ai dit depuis combien de temps je vis. Bon, moi, je suis un Africain. Maintenant, on va apprécier, je suis un Africain et maintenant, je suis un Ivoirien. Et j'ai dit souvent, on dit souvent que l'Afrique est le berceau du monde. Et moi, je m'amuse à dire que l'Afrique est le cerveau du monde. Très important. Très deep, comme le dit là. Et donc, mon but dans l'écriture et dans ce que je fais, c'est de montrer quand même qu'on a été à l'avant-garde et même les précurseurs de plein de choses. La dernier spectacle, très gros spectacle que j'ai monté, c'est Soundiata Keïta. Soundiata Keïta, c'est aussi grand que Napoléon, c'est plus grand qu'Alexandre le Grand. On parle souvent des droits universels de l'homme comme si c'était une loi française, de la Révolution française. Ce qui est faux. Les premières lois de droits de l'homme, même s'ils ne sont pas universelles, c'est Soundiata Keïta qui les a créées en 1995. Et quand on prend les lois du Mandé, et qu'on voit les lois du 789, c'est exactement les mêmes lois. Je vois. Donc voilà, c'est l'homme noir d'Afrique n'est pas forcément arrivé aux Amériques enchaîné. Il est peut-être venu en bateau et en conquérant. Voilà. Donc voilà. Alors je dis pas, je vais pas revoir l'histoire. L'histoire est souvent faite par ceux qui gagnent et ceux qui sont forts. Mais l'histoire est souvent faite par ceux qui l'écrivent et ils l'écrivent bien avant de la faire. Alors pourquoi j'écris, pourquoi je fais tout ça? Mais parce que d'abord la culture c'est quelque chose d'universel, la culture est quelque chose d'important, et il n'y a pas de peuple sans culture. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et quand je vois aujourd'hui la jeunesse s'éparpiller dans des trucs complètement éphémères, ça me fait mal. Quand je vois par exemple cette jeunesse africaine qui veut imiter forcément les Noirs américains en pensant qu'ils amènent tout, je trouve que c'est dommage pour nous. On a plus à leur apporter eux que eux à nous apporter. Mais qu'est-ce que tu penses ou bien qu'est-ce que tu crois que
cette jeunesse devait faire normalement? Mais déjà se retrouver, et déjà retrouver leur identité et défendre leur identité. Ils n'ont pas besoin du mimétisme, on nous vend que du vent. C'est pas, bien sûr, on a tous un portable, on veut tous un portable, on veut tout. Mais pourquoi se donner l'impression de faire, de rêver de ce qu'on n'aura jamais? Est-ce que les Noirs américains sont plus heureux que nous? Est-ce que les Européens sont plus heureux que nous? Non. Non, ils ont 10 fois plus de problèmes. La dépression, les suicides, le manque de vision en Europe est énorme. Quel message particulier tu as pour ce jeune-là dehors, africain, surtout bien du monde entier? Je veux dire que je n'ignore pas les problèmes qu'on a. Je n'ignore pas que les problèmes, on va parler un peu politique, mais vraiment de façon très qu'il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes gouvernementaux, il y a des problèmes d'axes. Le jeune africain a vraiment un problème. Les politiques qu'on a fait dans plusieurs pays, il y a une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup pensé ou travaillé. Alors, je ne suis pas politicien et je ne suis pas un gouvernement. C'est vrai que le problème de l'emploi des jeunes, du futur est très important. On a trop fait de choses qui sont inutiles. Ça, c'est vrai. Je pense aussi que, et malheureusement, on fait souvent des gros projets, je parle des gouvernements, et ils n'ont pas le temps de finir, et les personnes qui viennent après, on laisse de côté et on recommence quelque chose. On est toujours en train de reconstruire la roue. Et ça, c'est un gros problème. Et du coup, ceux qui paient le prix, c'est effectivement nos jeunes Africains qui ont l'impression de ne pas avoir d'avenir chez eux. Nul n'est prophète chez soi, c'est pas toujours très vrai. Alors après, c'est facile de le dire. Quand tu vois quelqu'un qui est parti, qui a réussi, qui passe son temps sur les réseaux sociaux, d'abord, faut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment réussi? Est-ce que c'est pas du bluff? Est-ce qu'il veut pas? Donc voilà, c'est des questions fondamentales qu'il faut absolument se poser. C'est dur, c'est très dur. Moi, je suis pas arrivé là avec ma peau. Ça fait 40 ans que je fais de la scène. Moi, au départ, quand je faisais de la scène, on me disait tu faisais un truc pour les blancs. Et il y avait que des blancs chez moi, qui venaient me voir parce que ça les intéressait pas. J'ai mis 40 ans à avoir un public qui est mélangé, à leur faire comprendre que non, c'est pas vrai. Et que mais je n'ai pas à me justifier, c'est mon travail qui m'a justifié à traiter des sujets importants. Et au petit, donc tout ne vient pas comme ça. Tout vient par la force du travail. Il faut travailler, 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 travailler encore, travailler toujours, sans jamais s'arrêter. Et puis, on ne réussit pas du jour au lendemain. Il ne faut pas être pressé. T'as pas aujourd'hui ce que tu veux, demain peut-être tu l'auras pas, tu l'auras. Et si tu l'as pas, mais c'est pas grave, tu auras quand même tenté de le faire. Ailleurs, ça sera pas mieux. Quand je vois toutes ces personnes qui traversent le désert, avec tous les dangers, la misère dans lesquels ils sont, et puis dès qu'ils arrivent dans un truc, ils vivent comment? Dans des camps de quoi? Mais enfin, franchement, est-ce que ça vaut le coup de perdre son identité, sa personne, sa dignité humaine, pour être traité comme un esclave par des connards, on va dire ça comme ça? Pour dire quoi? Pour gagner quoi? Parce que, bon, voilà. Donc, c'est des questions qui sont pas faciles. Je dis pas que ce que je dis est la vérité. Je dis simplement, je comprends. Mais si on ne réfléchit pas ensemble, on se met pas ensemble pour trouver des solutions, c'est pas ailleurs qu'on les trouvera. Parce qu'on peut pas copier constamment ce qui se passe ailleurs. On a des réalités qui sont différentes. Un exemple très simple. Nous, on jette pas nos vieux, on les met pas dans des maisons de retraite. Ton père est vieux, tu sais que tu es le premier de la famille, tu vas le nourrir. C'est même pas discutable, c'est même pas une question que tu vas te poser. Ça t'arrive même pas de dire, ça va, tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est toi qui vas enterrer tes parents, c'est toi qui vas te charger. Tu as une grande famille. Et bien, donc, ce sont des réalités. Toute ton histoire là. Et Ibé, je t'ai dit d'arrêter de me stresser. Mais ce n'est pas moi qui demande le vieux. Il a juste besoin de son argent, comme ça, chaque fois quand on va demander crédit, il va dire oui. Oui, mais ton monsieur veut travailler avec mon argent, moi j'ai besoin de garantie. Alors, est-ce que tu sais comment il s'appelle? Où il habite? Et si jamais il ne me rembourse pas, je me tourne vers qui? Vers toi peut-être? Pourquoi moi le boss? Ah, c'est toi qui amène l'affaire. Est-ce que depuis que toi et moi travaillons ensemble, j'étais une fois volé? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais une fois escroqué? Écoute, je ne sais pas. Mais pourquoi tu veux que moi je rembourse? Et même si moi je vais rembourser avec quel argent? Tu es notre ministre de l'eau et de la carafe. Vous savez que j'ai horreur des dépenses inutiles et complètement outrancières. Voilà, patron, ça c'est ta carte d'identité. Donc, il faudra de ces choses dont on ne mange guère, mais qui rassasient rapidement. Comme
une bonne boule d'attiqué. Ah oui, patron. Attiqué à Kodjama, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quand tu es dans la maison, là, tout ce qu'on dit, on dirait un fou. Ok, pourquoi Abbas a choisi la Côte d'Ivoire? Ah, j'ai pas choisi, je crois que c'est... On choisit pas la Côte d'Ivoire. Non, pourquoi j'ai choisi? Non, j'ai pas choisi. Je suis né à Dakar, d'une famille qui est arrivée à Dakar dans les années 1880. Et ma famille a été l'une des premières de ma famille à émigrer, à quitter Dakar pour Abidjan. Voilà. Et donc je suis arrivé à Abidjan en 59. Voilà. Et puis depuis, je n'ai jamais quitté la Côte d'Ivoire parce que bon, la Côte d'Ivoire, quand on y met le pied, bon, après moi je peux pas parler de la Côte d'Ivoire, c'est tellement mon pays, c'est le côté ivoirien, c'est dans tous mes ports et dans tout ce que je veux dire. Je dois tout à la Côte d'Ivoire et puis c'est un peuple extraordinaire. Et je dis pas parce que je veux dire non, la Côte d'Ivoire c'est un pays miracle de Dieu, c'est clair. Quels que soient les problèmes qu'on a vécu, parce qu'on a vécu, ça reste quand même un pays extraordinaire. Ouais. Très simple. Moi j'ai une fille qui est mariée avec un Marocain. Son mari, ça fait longtemps, je lui dis viens en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu viens pas en Côte d'Ivoire? Et il refusait. Et puis là, depuis qu'on a gagné la CAN, enfin depuis qu'on a fait la CAN, que vous avez gagné, que nous avons gagné avec humilité. Et là, il ne rêve que de venir en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vous invite à venir en Côte d'Ivoire. C'est chouette pays. Comment est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? Sinon, tes œuvres, est-ce que c'est disponible quelque part? On peut visiter, regarder. Ou est-ce que vous avez des projets? C'est vrai que sur ce plan-là, je suis très nul. Tous mes projets sont filmés, c'est vrai. J'ai tous les films. Alors, il y a quelques extraits qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais franchement, je ne suis pas réseaux sociaux. Je ne sais pas faire ça. J'avais une équipe qui s'en est occupée. Et on avait une vraie structure de production. Bon, avec le Covid, la structure, on l'a fermée, ce qui est normal. J'ai continué à faire les choses tout seul. Et c'est plus la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas que metteur en scène. Mon vrai métier, c'est pas ça. Je suis devenu metteur en scène, auteur et tout ça. Mais je suis médecin. Monsieur Abbas est metteur en scène, directeur de cette pièce que nous allons bientôt regarder, qui est L'Avare de Molière. Une adaptation, je précise bien, une adaptation typiquement ivoirienne. Merci monsieur Abbas d'être passé. Et merci de cette interview très sympathique. J'espère que votre chaîne va passer et vous allez me donner quelque chose et on va la diffuser dans tous les réseaux qu'on connaît. Ça c'est clair, ça c'est clair. Merci. Merci pour le soutien et à très bientôt. À ce soir. Oui, à ce soir, bien entendu. Merci bien. Je voudrais dire merci aussi à toute l'équipe qui m'accompagne. On ne gagne jamais seul. Ça c'est clair. C'est une équipe. Ça c'est clair. Et merci à l'Alliance française de nous avoir invités. Quels sont les traits de ta puissance? Et qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi mes enfants. Quoi? Je suis votre père. Vous êtes notre père. C'est vous? Ma mère a tant pleuré. Papa! Oui, oui, ma fille. C'est important. Alors, il oublie souvent de se présenter, vous savez, c'est l'âge, on oublie des choses et tout. Mais il y a bien quelqu'un qui a réécrit cette pièce et qui l'a adaptée, n'est-ce pas? Abbas Zen! Merci. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, avec d'autres projets, pourquoi pas, why not, on est tous les partants. Merci.